L'époque du V12 est bientôt révolue, les jours du V10 sont presque terminés, le V8 fait de son mieux pour s'accrocher, le V6 commence même à avoir du mal. L'industrie automobile est actuellement en plein bouleversement, notamment au niveau des motorisations. Et la grande majorité des constructeurs ont opté pour l'une d'entre elles, un moteur 4 cylindres turbo de 2 litres. La liste des voitures équipées d'un moteur turbo de 2 litres est énorme à l'heure actuelle, alors pourquoi cette taille de moteur et cette configuration sont-elles privilégiées? Commençons par la cylindrée, 2 litres répartis sur 4 cylindres. En faisant un rapide calcul, on obtient une cylindrée de 500 cm3 par cylindre. Si l'on regarde ce qui se passe ailleurs dans l'industrie automobile, une tendance assez lourde se dessine. Commençons par le bas de l'échelle. Les moteurs à 3 cylindres, ils ont généralement une cylindrée d'1,5 litre à 1,6 litre. En divisant 1,5 par 3, on obtient 500 cm3 par cylindre. 4 cylindres, généralement 2 litres, divisez ce chiffre par 4, 500 cm3 par cylindre. Moteur à 6 cylindres droit et V6, ils font généralement 3 litres de nos jours, divisez 3 litres par 6, soit 500 cm3 par cylindre. V8 de 4 litres, 500 cm3, V10 de 5 litres, 500 cm3, V12 de 6 litres, 500 cm3. Presque tous les moteurs de série moderne utilisent un schéma de 500 cm3 par cylindre, alors pourquoi ce chiffre magique? Eh bien, tout dépend de la forme de la chambre de combustion. Il y a une dizaine d'années, un groupe d'étudiants allemands a mené toute une série d'expériences pour déterminer la forme idéale d'un cylindre afin d'obtenir une combustion efficace et puissante. Et il s'est avéré qu'un moteur légèrement sous-carré était le meilleur. Par légèrement sous-carré, j'entends que la longueur de la bordure moteur est légèrement supérieure à la taille de l'alésage du cylindre, presque complètement carré, mais pas tout à fait, ce qui signifie que le rapport entre l'alésage et la bordure est inférieur à 1. Une chambre de combustion de 86 par 86 mm permet d'obtenir ce cylindre de 500 cm3. Les moteurs modernes modifient légèrement cette recette pour obtenir quelque chose comme 82,5 mm sur 92,8 mm, comme dans cette Cupra. Mais je veux aller plus loin. Pourquoi un cylindre de 500 cm3 légèrement sous-carré est-il considéré comme optimal qu'ont trouvé ces étudiants allemands? J'ai toujours voulu venir à Cosworth. Au DFV, au HB, au YB, au CA, cet endroit est un véritable temple de la conception et de la fabrication d'œuvres d'art, comme celle-ci. Bruce, je ne pouvais pas rêver d'un meilleur homme pour parler de ce sujet. C'est un peu ironique que nous nous trouvions devant le moteur de 6,5 litres de la Valkyrie, mais j'aimerais vous parler des moteurs de 2 litres, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Il s'avère qu'une rumeur circule sur Internet selon laquelle des étudiants allemands auraient découvert qu'un cylindre de 500 cm3 légèrement sous-carré est parfait pour un moteur à combustion interne moderne. Pourquoi ce cylindre est-il parfait? Qu'est-ce qui fait que ce cylindre est physiquement parfait? Alors, oui, je n'avais pas entendu cette rumeur auparavant, ce qui n'est pas... C'est Internet. Je ne dis pas... Mais vous avez sans doute raison de dire que ce type de moteur à combustion interne s'est concentré sur les 500 cm3 par cylindre. Il y a plusieurs très bonnes raisons à ça. Si vous prenez plus petit que cela, vous vous retrouvez avec un rapport volume-surface élevé. Et c'est mauvais, car cette surface, si le front de flamme atteint les parois de la chambre de combustion, alors elle s'éteint très rapidement. C'est par cette surface que toute la chaleur s'échappe du cylindre. Il ne faut pas que cette chaleur réchauffe l'eau. Il faut qu'elle pousse le piston vers le bas. Donc, si vous choisissez une surface trop petite, c'est le problème que vous rencontrez. Vous avez trop de surface pour votre volume et vous finissez par éteindre votre flamme avant qu'elle ne soit complètement consumée. Inversement, si la surface est trop grande, le problème est exactement le même. Le front de flamme qui progresse dans l'alésage du cylindre s'éteint avant d'atteindre les bords. Vous obtenez alors ce que l'on appelle un gaz final qui est très difficile à brûler sur les bords. C'est ainsi que l'on obtient du carburant liquide dans les crevasses autour du sommet du piston. D'accord? C'est donc très mauvais pour les émissions. Il n'y a donc pas de chiffre magique. 500 n'est pas un chiffre magique. C'est pas comme si vous aviez 499 et ça ne marche pas. Mais dans la plage haut 400, bas 500, cela fonctionne très bien. Ce n'est pas ni trop grand ni trop petit pour presque toutes les applications.
Cela s'inscrit également dans la plupart des stratégies des constructeurs automobiles en matière de véhicules. Vous savez, si votre marché est axé sur la compétitivité des prix du véhicule, c'est à ce moment-là que vous aurez sûrement besoin d'un moteur 4 cylindres en ligne. Il est évident qu'une seule rangée de cylindres avec une seule culasse est moins chère à produire qu'un moteur en V avec 2 culasses. Il s'agit donc d'un moteur 4 cylindres en ligne de 2 litres. À l'autre extrémité du marché, si vous recherchez une puissance de 1000 chevaux, alors ce sera... vous l'aurez d'un Stride4. Mais si celui-ci est légèrement plus droit, il s'agit donc d'un 6,5 litres, soit un peu plus de 500 cm3. Est-ce que c'est régi par un chiffre de puissance que vous vouliez atteindre, ou qu'est-ce qui l'a fait passer de 6 litres ? Oui, ainsi, lorsque nous nous sommes lancés dans ce programme, l'objectif initial était de 950 chevaux. Et grâce au développement du moteur, nous avons fini par atteindre une puissance de 1000 chevaux. Nous n'arrivions pas à obtenir la puissance que nous voulions avec 6 litres. Nous ne voulions pas particulièrement pousser la limite de régime plus loin, parce qu'à l'époque, 11.1 semblait... Ça suffit. Cela semblait beaucoup dans le monde des voitures routières. Oui. Nous nous sommes donc dit, d'accord, augmentons un peu la capacité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si 500 n'est pas un chiffre magique, peu importe que 500 devienne 5, 10, 5, 20, peu importe. Donc nous augmentons un peu la capacité pour obtenir la puissance cible, sans avoir à aller encore plus loin dans les tours. Bruce, je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. Les moteurs de 2 litres sont expliqués. Pour réduire les coûts de production et la complexité de l'ingénierie, une fois la formule des 500 cm3 trouvée, la plupart des constructeurs ont décidé d'adopter un groupe motopropulseur modulaire, ce qui signifie que les moteurs 3, 4 et 6 cylindres en ligne partageaient un grand nombre de composants. En un rien de temps, toutes les marques locales de ces étudiants allemands, Mercedes, BMW et Volkswagen, construisaient des moteurs de 500 cm3 par litre à injection directe et légèrement sous-carré. Il est remarquable de voir ce que les ingénieurs peuvent faire avec seulement 2 litres de nos jours. La quasi-totalité des hot hatch est dominée par le moteur de 2 litres, à l'exception de la GR Yaris et de la RS3, mais ces deux modèles fonctionnent toujours dans cette fenêtre de 500 cm3 par cylindre. Les turbos de 2 litres développent environ 192 chevaux au départ, mais la Golf R est arrivée et a changé la donne en passant à 300 chevaux grâce au moteur TSI de Volkswagen, ce qui est le cas de cette voiture. Ce coupé Leon en a 300. Et ce qui rend ce moteur si impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle il atteint son pic de couple. Il l'atteint à un peu moins de 2000 tours par minute, puis reste quasiment stable sur le reste de la plage de régime. Ce qui le rend si rapide. À l'époque, pour obtenir un tel niveau de performance, il fallait normalement un V6 transversal à l'avant serré dans le compartiment moteur. Mais ces moteurs n'atteignaient leur couple maximal qu'à environ 4000 tours minute, ce qui semble une éternité comparé à ce véhicule. Essayons encore une fois. 4e, 3e, 2e. Il est instantané quand vous le voulez et il est partout. Voilà un couple de pointe, puis un autre, et encore un autre. Cette voiture ne connaît que des couples de pointe. Quel moteur! Et en remplaçant ce gros V6 transversal par un moteur assez étroit, on crée beaucoup plus d'espace dans l'habitacle et dans le coffre pour les boîtes de train miniatures et les chiens. Ensuite, il y a Mercedes AMG qui a encore franchi un nouveau palier. Elle flirte avec les 400 chevaux de son moteur turbo 4 cylindres de 2 litres. Cela représente 100 chevaux par cylindre ou 100 chevaux par 500 cm3. Il n'est pas nécessaire de remonter très loin dans le temps pour constater que de véritables supercars développaient une telle puissance à partir de moteurs à 8 ou 12 cylindres, et pourtant nous avons aujourd'hui des super hatchbacks que l'on ne peut qualifier que de super hatchbacks qui développaient autant de puissance avec seulement 4 cylindres. Mais pour combien de temps encore ? Cette époque du paysage automobile me rappelle un peu la fin de la période du Crétacé. Restez avec moi là-dessus. Le T-Rex est le V12. Le Vélociraptor, c'est le V10.
Le V8 et le Triceratops, le V6, le Parasaurolophus. Et puis, boum! Le météore du Dieselgate frappe le monde, rapidement suivi par les éruptions volcaniques constantes d'Elon Musk qui effacent le Soleil. Et qu'est-ce qui émerge de cet événement cataclysmique? Les oiseaux, les seuls dinosaures à avoir survécu à cette extinction, les petits moteurs turbocompressés en ligne 3 et 4. Et puis, il y a les mammifères à sang chaud, les véhicules électriques qui vont bientôt dominer le monde et changer l'environnement pour toujours. Il y aura un jour où même ces moteurs prévalents de 2 litres appartiendront au passé, comme les grands oiseaux incapables de voler le moi et le dodo. Nous savons tous ce qui leur est arrivé. Ils peuvent nous sembler un peu cliniques et efficaces aujourd'hui, mais un jour nous pourrons regarder en arrière et penser différemment.